Bienvenue à toutes et à tous pour ce numéro des Mardis du Petit Lectorat. Notre invité d'aujourd'hui est Jean-Marie Théodate qui va nous présenter son nouveau livre Fatra, Port-au-Prince. Jean-Marie Théodate est enseignant, il enseigne à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'université d'État d'Haïti. Il est poète et peintre. Jean-Marie Théodate se dit aussi arpenteur des continents, observateur infatigable des agissements humains. Bienvenue Jean-Marie. Merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Fatra Port-au-Prince, c'est un recueil de nouvelles sous forme qui a déjà été publié préalablement aux Novellistes. C'est-à-dire vous avez tenu une chronique aux Novellistes et donc là vous avez réuni ces chroniques, ces nouvelles. Pourquoi je dis nouvelles? Parce que les récits peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Et donc ce texte, c'est un beau livre aussi. Il faut rappeler que c'est un beau livre. Il y a aussi des planches de l'auteur. Dedans, j'ai compté environ 20 à peu près. Et ma question, avant tout, c'est que quand je lis ce livre, je vois qu'il y a une autorité romanesque. On sent que vous maîtrisez bien le genre, c'est-à-dire le récit. Et pourquoi écrire un si beau texte? Moi, j'ai bien aimé, j'ai pris plaisir à lire ce texte. Je me dis, est-ce que vous n'êtes pas avant tout un romancier dans l'âme? Je pense que c'est une... C'est d'abord la réponse à une... je vais dire une commande de famille. Parce que, au départ, il y a la frustration de mes propres... Moi, j'ai 2 filles auxquelles je racontais les histoires de Bouki et Malice en Haïti. Les histoires de Bouki et Malice sont vraiment constitutives de notre conscience collective, fondée sur une sorte d'opposition binaire entre Malice, l'intelligence, Bouki, le crétin, et dans l'intervalle, il n'y a rien. Et je me suis rendu compte qu'en racontant les histoires de Bouki et Malice à mes filles, ça ne les faisait pas rire. Au contraire, ça les scandalisait. Parce que nos histoires de Bouki et Malice sont empreintes d'un cynisme, d'un chien manger chien, comme on dit en créole, et d'une arrogance qui ne convenait pas à des enfants. Acceptable. Et en fait, au bout d'un certain temps, mes filles m'ont demandé d'inventer d'autres histoires. Elles m'ont dit, papa, ça ne va pas. Il nous faut d'autres histoires. En fait, j'inversais le rôle de Bouki et de Malice. Je faisais en sorte que ce soit Malice qui perde, que ce soit Bouki qui gagne. Mais au fond, même en inversant Bouki et Malice, au final, après la revanche de Bouki, on se rendait compte que ça restait quand même cynique. Donc, je me suis dit, il faut inventer d'autres histoires. Puis, par ailleurs, ces histoires sont nées après concrètement, après un cours que j'ai donné à l'école normale supérieure de Port-au-Prince, où un étudiant m'a reproché de systématiquement comparer Haïti et la République dominicaine dans un contexte où on est toujours perdant. J'allais venir. Oui, voilà, il m'a dit, mais en fait, professeur, vous n'aimez pas le pays. On vous a fait le procès de dénigrer le pays. De dénigrer le pays, de ne pas aimer Port-au-Prince. Et à ce moment-là, je me suis dit, la géographie qui est censée, à mon sens, donner goût au terrain, donner envie d'aller visiter, donner envie de comprendre, et pour ceux qui habitent, donner une sorte de fierté. Moi, je suis fier d'être haïtien, fier d'être parisien, fier. C'est-à-dire, je pense qu'il y a dans l'appropriation géographique du lieu une fierté à assumer pour dire que, voilà, je suis d'ici, je sais où sont les gens, où sont les choses, et cette capacité à trouver ces repères est créatrice de plaisir. Alors que lorsque je faisais
la tournée statistique, ça remplissait mes élèves de désespoir, parfois de colère. Donc tu dis, il faut passer à autre chose. La géographie n'est pas un instrument suffisant pour donner cette envie de vivre au pays. Donc j'ai écrit des histoires. Contre la dictature académique de la pensée unique et la rigidité rigoriste des normes religieuses qui entendent précisément nous enlever le droit de péter ou de rêver en rond, je revendique la liberté de peindre le fatras de ce monde. La face cachée de nos misères, de nos petits arrangements avec la morale, l'hygiène et le bon goût, pour faire bonne figure et passer pour des êtres civilisés. Jetez votre fatras par la porte, il rentre par la fenêtre. Alors, à quoi bon faire semblant d'être propre? Aussitôt sublimé par un tableau, le fatras cesse d'être laid pour devenir une catégorie du plaisir. Un motif de plus pour la composition et les couleurs. Laissez venir à moi tous les fatras de la ville. Mon rêve, c'est à force de les peindre, de les voir disparaître par mon enchantement. Jean-Marie, merci encore d'être avec nous. D'enseignant en enseignant, on dit toujours qu'il faut commencer la lecture d'un livre par le titre. Et ton titre m'a fait immédiatement penser à une nouvelle de Italo Calvino dont je te parlais, qui s'appelle La poubelle agréée, et où le fait de ramener la poubelle le mène à une méditation sur l'ordre social, sur le rapport entre la vie privée et la vie publique, sur son rôle en tant que père de famille, aussi sur le rôle des immigrants dans la ville de Paris. Pourquoi choisir ce prisme-là pour raconter tes histoires haïtiennes? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, de rassembler? Le titre évoque... je pense qu'il faut vraiment prendre le mot fatras au sens créole du terme. Fatras, en créole, veut dire immondice, veut dire rebut, veut dire bon pour la poubelle. Et je trouve que c'est une métaphore qui renvoie à la situation d'Haïti en général. Haïti est un pays considéré comme un peu comme une poubelle. Il y a un chef d'État qui n'a pas hésité à utiliser un terme très dégradant pour parler de ce pays. Donc, Fatras Port-au-Prince, c'est une façon de reprendre à mon compte l'idée que nous sommes des rebuts de la terre, mais en même temps de relever la tête et de dire que dans la poubelle, il y a quelqu'un. Il y a des âmes, il y a des esprits. Voilà. Une réappropriation du terme. Une réappropriation d'un terme stigmatisant, mais en même temps une façon de dire aussi, et ça c'est une référence au sens français du mot fatras, c'est-à-dire sans ordre, sans véritable intrigue, une suite de scénettes qui parlent d'Haïti, mais on peut les lire dans tous les sens. C'est un fatras, c'est-à-dire sans envers, sans endroit, sans début, sans fin, c'est un fatras. Je me souviens des ordures de ma jeunesse et des seaux de choses sales qui donnaient une certaine densité à ma journée, comme le tas d'ordures qui occupait constamment le carrefour de la rue du Centre et de la rue des Césars. Ce tas d'ordures,
où aboutissaient les poubelles des maisons du quartier, était ramassé une fois par semaine par un camion de la commune. J'attendais avec impatience ce moment précis du samedi après-midi où le camion d'un jaune merdeux stationnait à l'angle des 2 rues et que le chauffeur, un gars jovial et beau parleur, s'appliquait à draguer les marchandes installées sur les trottoirs. Tandis que 3 de ses collègues débitaient à la pelle, à la fourche ou au râteau le tas de choses informes qu'il faisait passer d'un geste routinier de la chaussée à la benne, lui comptait fleurette aux jeunes paysannes qui pouffaient de rire dans leur tablier. Et moi qui étais restée avec, je transportais les poubelles de la maison au tas d'ordures, du tas d'ordures à la maison où m'attendait la patronne, son onde de bois sec à la main, en me disant de faire vite et de laisser la place nette. Entre 2 coups de balai, 2 seaux de fatras, ce tas d'ordures prenait des proportions dont la densité et la teneur n'ont cessé d'intriguer ma jeunesse et continuent d'occuper mes pensées ce matin. Et est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu des dessins, des images? Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi ce choix? Pourquoi choisir d'intégrer ces images? Et pourquoi choisir d'intégrer ces images en particulier, qui sont souvent des images d'intérieur? Donc, les 3 copains nous baladent souvent en nature, à l'extérieur. Et aussi des images de ce que je devine être les toits, plutôt les toits parisiens. Oui. Alors comment est-ce qu'il y a un dialogue là? Est-ce que comment ça a été pensé, ce dialogue entre l'écrit et l'image? J'aime bien l'idée de dialogue. C'est un dialogue entre l'écrit et le tracé. Parce qu'en fait, ces textes parlent d'une époque contemporaine, après le tremblement de terre, mais en mettant en scène des personnages qui, dans la réalité, ont vécu quelques décennies avant. Donc, l'idée, c'était pour moi de faire, je dirais, une sorte de condensé à la fois de mes souvenirs personnels d'enfant, d'écolier à Port-au-Prince, avec mes 2 acolytes, Loulou et Denis, mais en même temps de prendre à bras le corps la question du quotidien. Comment faire face aux défis du quotidien sans perdre le nord. Et donc c'est pour moi un élément très important parce que c'est souvent à travers des dessins que je me suis construit une clé d'interprétation du réel. Moi pas quitter pays pour yo. Moi pas quitter vos doigts pour yo. Moi pas quitter vos doigts pour yo. Si c'est mission guinéen qui fait yo raïm comme ça. Moi pas quitter vos doigts pour yo. Il s'agit d'une œuvre de fiction avant tout. Absolument. Donc, est-ce que c'est pas une défaite? Est-ce que c'est pas en fonction justement d'Haïti, dans le contexte haïtien, on dit que voilà, à un moment donné, on peut pas, on doit se défaire de la raison cartésienne et passer par d'autres prismes pour atterrir quelques idées. Oui, c'est-à-dire c'est se déprendre d'une approche trop froide en fait, trop scientifique, trop distante, pour dire que derrière l'image, derrière l'écran d'un pays dont les statistiques dénotent la faillite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, au-delà du constat de l'échec de notre expérience environnementale, politique, économique, etc., comment est-ce que les gens vivent cette odyssée? Et c'est cette
je dirais, ce complément de perception. Parce que, au-delà du travail de terrain, du géographe, du scientifique, qui est un travail d'observation, d'interprétation et de représentation pour un géographe, ce sont 3 moments très importants. Il faut savoir observer, savoir regarder et comprendre. Il faut savoir interpréter, et puis après, il faut savoir représenter par des cartes, par des statistiques, par des tableaux, par des... Et je me dis, mais dans le fond, tout ceci a une vertu scientifique qui ne satisfait pas je dirais, le côté affectif des gens. Parce qu'une fois que tu as expliqué à un étudiant que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, lui il se rend compte qu'il vit au quotidien dans un environnement chaleureux, dans un environnement où il se sent bien. Je me dis, mais finalement, comment articuler le constat d'un pays en échec et celui d'un pays où les individus peuvent se sentir parfaitement intégrés et bien. Et ça, je me suis dit, seule la littérature est capable de le faire. Et c'est un constat d'humilité du géographe pour dire que la science nous permet d'avoir une vision moyenne des choses, mais la littérature permet d'aller plus loin. La fiction permet de faire tomber des barrières, permet d'exprimer une intuition plus profonde des choses qui peut-être ne relèvent pas de la démonstration scientifique. Comment démontrer le bonheur d'un peuple? On a inventé il y a quelques années la notion de bonheur national brut, pour dire que, par exemple, le Bhoutan, c'est le peuple le plus heureux de la Terre, parce qu'on se rend compte que ces gens sont... Mais comment le saisir scientifiquement? Et je pense qu'en matière de bonheur national brut, les Haïtiens sont pas mal notés. Ils sont bien placés. Ah, on est très bien placés. On est très heureux. On est très heureux comme peuple. Allez, Bobo! Loulou rêvait de cha-cha-cha, de pachanga et de compas direct. Denis voulait voir, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, le vol nuptial des papillons blancs. Une fois tous les 10 ans, ils se rassemblent en nuées innombrables dans les parages de Saumatuérine, l'une des plus célèbres chutes du Grand Sud. Moi, je voulais tout simplement revoir Z, mon amie pour la vie, directrice de l'école communale dans sa ville natale. Le sourire franc, le regard clair, elle dirige l'école avec la rigueur d'un colonel et la douceur d'une abbesse. Les élèves lui vouent une vénération sans bornes. Nous profitons des vacances pour sauter tous les toits en voiture, direction Campérin, le jour de la Sainte-Anne. Nous passons le voyage à nous émerveiller en chemin. Les arbres, les maisons paysannes, les champs aux clôtures de candélabres taillés au corbeau, la silhouette ramassée et trapue des manguiers d'un vert sombre, le profil plus élancé des palmiers au port altier, tout nous semblait beau. Dans cet extrait, il y a quand même un air de vacances tout à fait évident, très présent. On parle de cela. Comment donc, c'est là ma question, tu t'y es pris pour permettre au personnage, n'est-ce pas, de transcender cet état de fait afin qu'ils puissent bien profiter de leurs vacances? Parce que nous sommes d'accord, il y a des immondices partout, voilà, eh bien, c'est parce qu'il y a de plus agréable en termes de visuel. Mais dans la réalité, dans ce récit, comment donc ces personnages, tu leur as permis de pouvoir transcender cela et profiter pleinement de leurs vacances? Voilà. Il y a l'idée que le créateur est ce qu'on appelle un Deus ex machina. C'est-à-dire un créateur divin qui a la possibilité de refaire le monde et de jongler un peu avec le réel, indépendamment de toute forme de réalité triviale. On ne peut pas, en matière de création artistique,
proposer une interprétation du réel qui soit abracadabrante, qui soit totalement en rupture par rapport au réel. Et c'est là que nous, écrivains, et moi je me prends pour un simple serviteur, vraiment au sens le plus humble du terme, de quelqu'un qui est là pour interpréter le réel pour le plus grand nombre. Donc nous avons le devoir de coller à certaines règles, à certains principes, à certains préceptes, pour dire que pour remplir correctement notre fonction de passeur d'informations, de passeur de savoir et de contributeur à la construction d'un savoir commun, nous devons nous plier à certaines règles, qui sont quoi? La vraisemblance. Il faut raconter une histoire qui soit crédible. J'ai envie de dire également la probité. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas falsifier par rapport au réel. Il y a également un souci de solidarité par rapport aux plus humbles. Ce souci de solidarité n'est pas de la démagogie, n'est pas non plus une façon de prendre la pause, mais au contraire, une exigence éthique pour dire que on vivrait mieux si tous les hommes, où que ce soit dans le monde, à quel que soit le niveau de responsabilité, pouvaient se dire heureux, content d'être là, pouvoir apprécier le privilège d'être vivant. Parce que nous savons, les uns et les autres, qu'une fois mort, c'est fini. C'est moi-même, Racino. Depuis m'sorti la Guinée, nèg y a personne de moi, c'est moi-même, Gaucho. Moi sorti en bas de l'eau, moi volé dans les airs. Kouyo quoi yo prend moi, m'donne la fumée, oh, jou yo connaît non vent en moi. La terre va trembler, jou yo connaît ça m'servi. L'oreille va gronder, oh, c'est moi-même, gros chaud. Depuis m'sorti la Guinée, nèg y a personne de moi, c'est moi-même, Racino.